passé une excellente soirée hier. Je profite de l'occasion pour remercier les organisateurs, malgré les petits incidents qu'on a subis. Du coup, si je suis ici aujourd'hui, en fait, c'est pour vous parler d'un sujet qui est propre en fait au Rapid7 Labs. Mais peut-être avant d'avancer, juste me présenter brièvement, parce qu'on va passer quelques temps ensemble. Peut-être même on va vivre ensemble un blackout. Donc, je m'appelle Fernand Vivier, je suis ingénieur avant-vente pour l'éditeur Rapid7. J'ai un peu plus de 7 années d'expérience dans le domaine de la sécurité pure. Et on peut dire que j'ai une affinité particulière, notamment pour tout ce qui est détection et repos sans incident. Et donc, aparté fait, on est ici donc à Oran, qui est un pôle universitaire assez important, connu et reconnu en Algérie et en Afrique. Et ce qui tombe bien en fait aujourd'hui, c'est que je tiens à évoquer avec vous un sujet qui me tient particulièrement à cœur, et vous noterez le petit jeu de mots, à savoir en fait tout ce qui concerne la recherche en termes de sécurité, tout ce qui est aussi une notion de collaboration, d'échange ensemble tout au long de cet événement. Donc voilà, je vous invite à venir nous voir aussi sur notre stand. Mais en fait, ce que je vais notamment ici aborder avec vous, c'est les initiatives de Rapid7 dans le domaine de la recherche et de la sécurité, de la cybersécurité qui nous réunit aujourd'hui, notamment une étude en particulier qui se fait en partenariat avec une université américaine. Mais peut-être avant d'avancer, un petit sondage éventuellement à main levée, qui connaît ici dans l'assemblée Rapid7? Très bien. Qui éventuellement a déjà entendu parler d'un projet qui s'appelle le projet Sonar de Rapid7? Encore moins de monde, très bien. Et éventuellement, cette fois-ci, dernière question, qui connaît ou a déjà entendu parler du projet Metasploit? Intéressant. Alors, pour vous présenter brièvement Rapid7 avant de rentrer dans le vif du sujet, donc on est un éditeur de sécurité américain. On a un peu plus de 18 années d'expérience, d'existence, on va dire. Et on est plutôt connu en fait pour être un spécialiste de l'analyse de sécurité de vos risques à vous IT, aussi bien infra que vos applications web. Et on est également réputé pour être connu dans le domaine de la sécurité offensive, et entre autres parce qu'en fait le projet Metasploit, qui est un projet open source, est détenu et soutenu par Rapid7 justement. Et au-delà de cet aspect solution, on a également divers services en termes de services de sécurité managés. Mais l'objet en fait de ma présentation aujourd'hui, c'est vraiment pas de parler de cette partie solution, bien au contraire. En fait, je vais essayer d'être le porte-voix de nos Rapid7 Labs, de nos chercheurs. Donc, c'est des gens qui ne sont pas du tout dédiés à la partie solution. Ils sont juste là pour faire de l'analyse, des tendances, ce genre de choses. Et notamment, l'objet aujourd'hui, moi, c'est que je voudrais qu'on se mette un peu dans la position, dans l'état d'esprit d'un attaquant et qu'on essaie de répondre ensemble à diverses questions. Notamment, une des questions, c'est de se dire, par exemple, que verrait un attaquant quand il s'intéresse à l'un de nos pays, que ce soit l'Algérie, mais plus globalement différents pays d'Afrique. Même, voilà, moi, je suis français, donc la France. Donc, on va essayer de regarder tout ça ensemble. Et notamment pour faire ça, en fait, Rapid7 a une initiative qui s'appelle le projet Sonar. Si vous voulez, le projet Sonar, c'est un scan continu en fait, de tout Internet à travers différents services et différents protocoles. Faut le voir un peu comme un service de télémétrie, si vous voulez. Et ce service-là, on s'en sert, en fait, l'objectif, c'est d'essayer de comprendre un peu l'exposition mondiale, notamment à des vulnérabilités communes. Il y en a certainement une que vous connaissez très bien qui s'appelle WannaCry. Et il faut savoir aussi que ce projet Sonar, c'est un projet dont les données sont publiques, donc elles sont accessibles à tout à chacun si ça vous intéresse, notamment à des vocations de recherche en sécurité. On est une société de sécurité, mais nos entités labs, comme je vous le disais, sont complètement focusées sur la partie recherche, et donc on met tout à disposition. Et notamment, ce qu'on va essayer de regarder aujourd'hui, plus particulièrement, c'est une étude qui tire parti de données justement de ce projet Sonar et qui s'appelle le National Exposure Index. Et si vous voulez, en fait, cette initiative ici, c'est d'essayer de répondre à une question, en tout cas d'obtenir une réponse mesurable à une question qui nous semble fondamentale, à savoir quelle est la nature d'exposition sur Internet. Et une fois qu'en fait on a obtenu la réponse notamment à cette question, on s'est dit qu'il serait peut-être assez intéressant de commencer à classer les pays en fonction de leur exposition pour pouvoir se comparer. On voit qu'il y a une certaine guerre entre guillemets économique. Voilà, on va essayer de regarder aussi sur Internet qu'est-ce qui se reflète. Et notamment, on est parti sur deux hypothèses, et on va essayer aussi de les regarder ensemble. C'est de se dire finalement, est-ce que le produit intérieur brut qui définit en soi la richesse d'un pays, est-ce qu'éventuellement il peut être influencé par le fait qu'il expose plus de choses sur Internet, un pays? On va essayer de regarder tout ça ensemble, et a priori l'hypothèse c'est de se dire plus un pays est riche, plus potentiellement son exposition sur Internet est importante.
La deuxième hypothèse également, c'est de se dire tous ces pays qui adoptent les technologies avancées avec un PIB fort, est-ce que finalement ils exposent aussi sur Internet des actifs, des services potentiellement dangereux, ou en tout cas qui peuvent avoir une influence en termes de sécurité. Et après, plus globalement, on va essayer aussi de regarder à travers ce projet-là des choses comme qu'est-ce qu'on voit réellement sur Internet en termes de statistiques, le type de service, le type de protocole. On peut même essayer de regarder, nous, en tant que nation, quelles sont les choses qu'on fait sur Internet qui n'ont pas vocation à l'être. Toujours d'un point de vue sécurité. Alors, qu'avons-nous fait réellement? Pour faire simple et pour vulgariser, si vous voulez, on a pris l'ensemble des plages d'adresses IP publiques sur Internet qui sont mises à disposition des différents pays. Et donc ça représente plus de 4 milliards, en tout cas 4 milliards de potentiels équipements ou de choses exposées sur Internet. Et ce qu'on a essayé de faire, en fait, c'est d'essayer de les contacter, ces différents équipements, et de dire est-ce que vous êtes là? Bien entendu, ce qu'on essaie de faire pour avoir des données à jour, c'est qu'on essaie de le faire de façon continue. 4 milliards, c'est relativement important. Comment essayer d'être à jour et de pouvoir joindre ces potentiels 4 milliards? On ne l'a pas fait sur l'ensemble des services et l'ensemble des protocoles qui peuvent exister dans notre domaine informatique qu'on connaît. Pour ça, on a fait une certaine sélection, et notamment, on s'est intéressé à des protocoles qui sont plutôt usuels et attendus sur Internet, le web typiquement, et d'autres protocoles, et également des protocoles qu'on utilise au quotidien. On parlait par exemple de WannaCry, donc le fameux protocole SMB. Et ce qu'on a essayé également de faire, c'est ce que vous voyez ici en bleu, c'est qu'on a essayé de rapprocher un protocole qui, de base, qui existait à l'origine, n'est pas sécurisé, et versus, il a un pendant sécurisé. Le meilleur exemple étant HTTP, qui a son pendant HTTPS. Donc ça, c'est un premier aspect intéressant. Autre chose qu'on a essayé aussi de regarder, c'est tout ce qu'on expose sur Internet qui n'a aucun intérêt à être là, qui apporte aucun service. Pourquoi on exposerait du SMB, qui est utilisé pour s'authentifier sur des services, sur des serveurs Windows? Aucun intérêt, il ne fournit absolument rien. Au même titre, on retrouve, ça peut être surprenant, des bases de données qui sont directement accessibles sur Internet. Quel intérêt d'exposer des bases de données, puisque finalement, ça signifie que potentiellement, quelqu'un peut l'attaquer en termes de performance pour faire tomber ce serveur de base de données, voire même après aller plus loin et extraire de la donnée. Même si de base, ce sont des services qui sont potentiellement sécurisés, parce qu'on exige une authentification, par exemple. Et donc, à titre d'information ici, pour vous montrer, sur les potentiels 4 milliards de choses qu'on a pu contacter, on en a vraiment réussi à en contacter 160 millions à ce jour. Et là, on a essayé de comprendre derrière ces 160 millions, quels sont le type de services, essayer de deviner tout ça. Et donc, notamment, ce que vous voyez qui n'est pas très surprenant, c'est que la majorité des services, des protocoles qu'on va exposer, c'est plutôt du web, donc HTTP, HTTPS. À l'inverse, ce qui peut par contre être assez surprenant, c'est qu'on voit quand même beaucoup de Telnet, comme vous voyez en haut, qui est un protocole en fait en texte clair et qui a son pendant sécurisé, qui est SSH. Et on voit effectivement des bases de données. On a fait notamment une étude dernièrement sur tout ce qui était MongoDB, parce qu'il y avait une attaque qui était sur ces bases de données-là. Et on voit des bases de données MongoDB. Et donc à partir de ces différentes informations, ces différentes métriques, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a essayé de classer les pays à travers un indice d'exposition. Et en fait, cet indice d'exposition est influencé par plusieurs éléments. Le premier, comme je vous le disais en introduction, c'est le fait qu'il puisse être influencé par des pays qui exposent des services non sécurisés, non chiffrés, Telnet. C'est le fait qu'il puisse exposer des services qui n'ont aucun intérêt, aucune vocation, qui n'apportent rien sur Internet, SMB une nouvelle fois. Et enfin, vu qu'on peut connaître en fait la part de chaque pays en termes d'adresse IP publique, on a fait le ratio entre l'ensemble des IP qui peuvent potentiellement exister et celles qu'on voit réellement sur Internet. Donc on a calculé ce ratio. Une nouvelle fois, ça fait le lien avec la notion de PIB. Et donc c'est à partir de là en fait, qu'on a classé les pays étant sur le podium, étant les pays les moins bien classés. Donc il faut voir un peu comme disent les anglophones, en gros un score élevé, on est en haut, c'est not good. Et ce qu'il faut comprendre par là, c'est que ce n'est pas pour mettre en avant, pour pointer du doigt, bien au contraire, on le fait, et c'est pour ça que les données sont publiques et accessibles, en termes d'éducation, de sensibilisation auprès de la communauté de la sécurité. Alors qu'avons-nous appris dans un premier temps, de façon générale, avant de s'intéresser plus particulièrement à l'Afrique? Sur la première hypothèse qu'on avait fait, à savoir le lien entre un PIB d'un pays et le nombre d'adresses IP qu'il possède, effectivement il y a un lien, il y a une corrélation, donc plus un pays a un PIB élevé, plus effectivement il a un nombre d'IP alloué et donc une exposition potentielle importante. A l'inverse, sur la deuxième hypothèse qu'on avait faite, il n'y a pas de corrélation finalement entre le PIB d'un pays et ce qu'il expose réellement sur Internet. Parce qu'on se rend compte que certains pays, comme par exemple les États-Unis, la Chine ou la France,
qui ont effectivement une part importante d'adresses IP, bah, ils exposent finalement autant de systèmes de services que des plus petits pays, comme le Mozambique par exemple, ou le Gabon. Donc finalement, on voit qu'il n'y a pas forcément de lien entre le PIB justement et l'exposition. Très rapidement, ça ne va pas être notre intérêt ici, mais c'est de vous montrer voilà, les pays qu'on a classés dans cette étude, le fameux National Exposure Index, comme étant les pays les plus exposés. C'est les 5 pays que vous voyez ici. Je ne vais pas lister, l'idée ce n'est pas de les mettre en avant particulièrement, c'est juste à titre d'information. Autre chose dont on s'est servi à travers de cette étude, en fait, c'est qu'on fait des statistiques par année. Et donc notamment, on peut commencer à comparer par exemple l'exposition en termes de services Telnet qui n'est pas sécurisé entre 2016 et 2017. Et on se rend compte, c'est plutôt encourageant, qu'il y a une diminution. Alors ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Et un des facteurs, vous avez certainement entendu parler, de l'attaque Mirai, qui exploite justement le Telnet. Et en fait, ça a pu influencer par rapport à cette attaque, parce que certains ont pris conscience. Donc une nouvelle fois, à vocation de partage d'informations, de sensibilisation, les gens ont pris conscience qu'il fallait peut-être diminuer ou faire quelque chose. Et pourquoi pas éventuellement désactiver Telnet quand je sais que j'ai son pendant sécurisé SSH. Et notamment, là, ça peut être influencé par des gens, et tout à l'heure, on a eu la présentation de Jeezy, qui est effectivement un opérateur aussi. Typiquement, ça peut être aussi influencé par des opérateurs, parce qu'ils offrent des équipements réseau, quand on parle par exemple de box pour Internet, qui peuvent exposer ce protocole-là et qui peuvent être utilisés dans une attaque comme Mirai. Là, on peut sensibiliser ces opérateurs-là, ils peuvent prendre conscience qu'à un moment donné, il faut faire quelque chose. Donc ça peut être, expliquer aussi pourquoi il y a cette diminution. Autre élément intéressant, on évoquait le protocole Samba, qui est impliqué dans l'attaque ransomware WannaCry. Ce qu'on peut dire aussi par rapport aux données qu'on collecte, c'est que finalement, on a détecté 1 million d'équipements sur les 160 millions qu'on avait collectés qui exposent du Samba, le fameux protocole. Sur ces 1 million, on estime qu'il y en a 800 000 qui sont Windows. Donc c'est-à-dire que là, c'est potentiellement vulnérable. Et sur ces potentiellement vulnérables, on est allé un peu plus loin dans l'étude, et on peut dire qu'il y a encore 30% sur Internet d'équipements qui sont encore vulnérables à cette vulnérabilité. C'est-à-dire que les gens n'ont pas fait le nécessaire pour les corriger. Et ça, une nouvelle fois, ça peut s'expliquer par plusieurs choses, notamment parce que je n'ai pas la bonne visibilité. La personne de Fortinet en parlait. Voilà, je n'ai pas forcément confiance que ces équipements m'appartiennent. Je les ai peut-être oubliés, mais je les laisse exposer. Autre chose aussi assez intéressante en termes de sécurité, ce qu'on essaye de faire, c'est se faire des statistiques, ce genre de choses. L'idée étant de le plus proactif possible, donc essayer de le faire aussi de façon assez en temps et en heure. Et par exemple, c'est pour vous dire qu'ici, c'était en mars, quand il y a la fameuse vulnérabilité Samba qui existait. En fait, elle existe depuis mars. Donc depuis mars, Microsoft avait sorti le patch qui allait bien pour annuler cette potentielle vulnérabilité. Après, il y a eu la fameuse fuite d'informations, le shadow broker de la part de la NSA, qui mettait finalement à disposition en fait, la capacité d'attaquer cette vulnérabilité, qui était une 0D à l'époque. Donc là, si on recoupe ça en plus derrière, avec la fameuse attaque WannaCry, qui a exploité justement les capacités ici qui étaient offertes par cette fuite d'informations. Et donc on a vu une recrudescence d'un coup en fait, sur nos scans et sur nos defaulters sur Internet, en termes d'exposition du Samba, du protocole. Et donc, on peut se servir de ce genre de choses éventuellement pour commencer aussi à détecter des prémices d'attaque. Un autre retour d'expérience assez intéressante aussi, en termes de temps, en comparant des données de 2016 et 2017, il faut savoir que la Belgique, en 2017, était le pays le moins bien classé. Une nouvelle fois, vous voyez le lien aussi en termes de PIB et d'exposition. Et donc, voilà, c'était le pays le moins bien classé. Donc, ce qu'a fait la Belgique, plutôt qu'effectivement d'en vouloir et que ça puisse aussi créer une certaine crise diplomatique, ils se sont servis de ces données-là pour contacter les chercheurs de Rapid7 et essayer de comprendre, d'analyser nos données. On a échangé ensemble. Et en fait, ce qui s'est passé entre 2016 et 2017, pourquoi ils sont passés de la première place, donc le moins bien classé, au 179e, en sachant qu'on prend les 183 pays référencés par le FMI, donc 179e sur 183. Mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont rendus compte, ils ont réduit en fait leur exposition de 250 000 serveurs sur Internet. Et ça s'est fait en fait en collaboration avec leur CERT, avec les équipes du ministère, et également avec un grand opérateur belge. Et donc, c'est typiquement la vocation de ce projet-là, c'est comme ça qu'on souhaite s'en servir. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire justement en particulier sur la partie africaine, et notamment les pays d'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, plutôt l'Afrique francophone. Alors, au global, ce qu'on peut dire, c'est que les pays sont plutôt très bien classés. Dans mon étude, vu qu'on est limité par le temps,
J'ai pris que 3 pays ici pour vous donner quelques petites informations. Si ça vous intéresse, bien évidemment, je vous fournirai l'info. Vous aurez certainement la présentation et vous aurez davantage d'informations. Il faut comprendre aussi que les choses assez intéressantes, c'est que typiquement sur la notion de SMB, de WannaCry dont on évoquait, votre exposition est relativement faible. Ici, j'entoure, je mets entre guillemets raisonnablement. Une nouvelle fois, c'est un protocole qui n'a aucun intérêt à y être. Donc, au lieu de raisonnablement, il devrait tout simplement être inexistant. A l'inverse, il y a des petits bémols à mettre en avant, c'est le fait qu'il y a encore peut-être trop de protocoles non sécurisés comme du Telnet, et le ratio également entre le protocole HTTP et HTTPS est peut-être encore trop faible et trop en faveur de HTTP. Alors, l'Algérie en particulier, par exemple. Ce qu'on référence sur l'Algérie, c'est que potentiellement, il y a un peu plus de 4 millions d'adresses IP publiques. Réellement, on n'en a trouvé que 52 000, et donc on a fait un ratio par rapport à ça qui représente ici 1,1%. Il faut savoir que la moyenne sur l'ensemble des 183 pays, c'est 3%. Donc c'est plutôt intéressant, ça veut dire que vous exposez moins de choses. Donc on peut se dire, vous avez peut-être conscience de ce que vous exposez. En termes de données, voilà, on vous met en avant par exemple tout ce qui représente Telnet, SSH, le port SMB justement, et éventuellement aussi des équipements qui ont plus de 30 ports ouverts. Ça peut être aussi un indicateur assez intéressant, en considérant que 30 ports c'est quand même assez important pour un service qui est proposé sur Internet par un serveur. Et si j'avais une petite remarque à faire, donc vous êtes 181e, 183, c'est-à-dire que vous êtes plutôt très bien classé. Si cependant j'avais une petite remarque à faire, c'est justement sur la notion de protocole HTTP. Il y a beaucoup de HTTP versus son pendant sécurisé HTTPS, en sachant que vous êtes, vous, en fait, à l'aube aussi d'un boom en termes de e-payment, puisque c'est une loi qui a été votée en février 2018 par l'APN, qui va autoriser effectivement le e-payment dans le cadre de e-commerce. Ça signifie quoi? C'est-à-dire que potentiellement, il va y avoir de plus en plus de services proposés sur Internet, de vente, de capacité de vente. Donc ces sites web qui vont certainement croître ont vocation à être sécurisés. Et la partie sécurité d'un site web, la première chose ici à faire, c'est entre autres mettre du HTTPS encore plus quand je fais du paiement. Donc c'est un point important et on pourra peut-être en reparler l'année prochaine si on a l'occasion de revenir, justement pour essayer de comparer ces valeurs-là. Pour parler de la Tunisie, comme vous voyez, c'est un peu plus dans la moyenne en termes d'exposition, on est sur 3%, un peu plus de 3%. En revanche, si on regarde certaines métriques, par exemple, on voit qu'il y a encore beaucoup de Telnet par rapport à du SSH. Donc c'est des petites choses ici assez intéressantes. Et donc là, c'est pour ça qu'ils se classent finalement 131e, donc ils sont un peu plus haut dans le classement. Et dernier pays qu'on a pris, justement, celui-ci, comme vous voyez, il a une part d'exposition qui est très importante, puisqu'on est 3 fois supérieur à la Tunisie, 9 fois supérieur à l'Algérie, on est à plus de 9%. Et donc c'est aussi pour ça, derrière finalement, malgré qu'on retrouve peu de choses, son exposition se reflète dans son classement, puisqu'il est 73e sur 183. Alors, pour conclure, en termes de recommandations, qu'est-ce que je pourrais dire et qu'est-ce qu'on peut souligner finalement à ce niveau-là? C'est ce que je vous montre ici, c'est ce que nous, Rapid7, on voit. Une nouvelle fois, c'est une étude, c'est fait en partenariat avec l'universitaire, c'est pour sensibiliser. Cependant, quelqu'un qui est mal intentionné comme un attaquant, c'est exactement ce que lui peut voir. Pas parce qu'il va exploiter nos solutions, parce qu'il a la capacité de le faire. Donc c'est important de se dire que la notion de gagner en visibilité, d'avoir la visibilité et surtout de réfléchir pourquoi je devrais l'exposer ou pas, c'est hyper important. On va d'ailleurs en rediscuter plus longuement en exploitant une partie de ces données-là dans le cadre de notre workshop, et notamment faire des références avec le référentiel de sécurité de l'Algérie. Donc je vous invite aussi à venir nous voir et à ce qu'on en discute. Si ça vous intéresse, justement, les données sont accessibles sur notre site web avec notamment nos chercheurs. Donc c'est 2 personnes qui sont très connues dans le domaine de la sécurité. Et donc ces données sont accessibles, vous pourrez récupérer l'ensemble des données brutes et en fait vous-même les exploiter à la maison. Donc c'est plus technique cette fois-ci. Mais voilà, tout est disponible et ça peut être intéressant pour vous. En tout cas, Yatek Sarah, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon salon.